Sur Radio Classique et LCI ce matin, je reçois Marine Le Pen, présidente du Front National. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Je reçois la star des matinales, puisque un palmarès vous donne première, 56 apparitions sur un an en matinale, juste devant votre vice-président Florian Philippot. Est-ce que c'est parce que le Front National manque de tête d'affiche? La question qui est derrière, c'est est-ce que vous serez capable, le cas échéant, un jour de former un gouvernement? Écoutez, moi j'ai vu passer une étude qui dit que le Front National est une nouvelle fois dans le temps d'antenne politique particulièrement mal servi par rapport à l'UMP et au PS, au niveau duquel pourtant il devrait être. Le temps politique, c'est respecté parce qu'il y a des contraintes du CSA, c'est peut-être pas les bonnes, mais... C'est ça, mais ça fait 5% du temps d'antenne politique, c'est quand même très peu pour des millions et des millions de Français, et pour une parole qui incontestablement est différente de celle qui est portée par les autres. C'est peut-être d'ailleurs la raison pour laquelle nous suscitons autant d'intérêt, et que, bien somme toute, notre absence est contrebalancée par une écoute plus importante. Et le fait que votre temps de parole soit concentré sur quelques personnalités, dont vous, du coup, vous êtes la première femme politique, hommes et femmes confondus, écoutez, sur les matinales, ça veut dire que... Je ne m'en réjouis pas. Voilà, il y a énormément de gens de grande valeur au Front National, j'aimerais qu'ils soient invités, je lance un appel à l'ensemble des médias, peut-être les Français peuvent-ils faire pression d'ailleurs sur ces médias, pour que les médias ouvrent leurs portes aussi à David Racheline, à Stéphane Ravier, à Nicolas Bay, c'est-à-dire à ces cadres qui ne peuvent pas venir sur les plateaux et qui pourtant représentent aussi la diversité du Front National. Vous avez cité un des nouveaux maires Front National. Joris Ebrard, lui, le tribunal administratif a invalidé son élection hier. Il a fait appel. Vous trouvez ça scandaleux ou normal finalement que sur l'écart de voix... Il n'a pas invalidé son élection, il a invalidé l'élection. Bon, on s'y attendait, il y avait 7 voix d'écart et le tribunal dit, écoutez, il y a quelques signatures là, on ne sait pas trop. Donc, c'est apparemment pas les mêmes signatures sur les listes d'hébergement entre le premier et le second tour. Joris Ebrard n'a rien à voir avec ce problème-là. Si vous voulez, c'est pas lui qui tenait les bureaux de vote, c'est pas lui qui a organisé l'élection, c'est l'ancien maire UMP. Bon, mais en général, quand il y a un aussi faible écart de voix, effectivement, on annule, il fait appel, et si c'est confirmé, il ira dans une nouvelle élection, et je suis absolument convaincu que lui et son équipe seront réélus mieux que la dernière fois. Front National, on peut encore dire Front National pendant combien de temps? Parce que j'ai vu que vous envisagiez l'an prochain de poser la question après le Congrès à vos adhérents, s'il fallait ou pas changer le nom. Pourquoi? Parce que vous vous posez vous-même la question, Marine Le Pen? Non, parce que c'est un débat qui existe au Front National. Nous allons faire un grand questionnaire politique, d'organisation. Nous avons posé beaucoup de questions à nos adhérents en 2015. Après tout, pourquoi ne pas intégrer une question sur ce sujet, ne serait-ce que pour savoir ce qu'ils en pensent? Bon, moi, je crois qu'il n'y a pas de tabou et que lorsque on joue le jeu de la démocratie, il faut le jouer jusqu'au bout et entendre ce que les adhérents pensent de telle ou telle Mais pourquoi la question se poserait? Votre père dit, mais pourquoi se poser la question? Le Front National, finalement, c'est un parti qui ne cesse de progresser. Pourquoi faudrait-il changer son nom? Mais parce que le Front National est aujourd'hui un très grand parti de rassemblement qui rassemble bien au-delà de son socle et que voilà, la question peut se poser de savoir, faut-il donner un nom à ce grand rassemblement qui est en train de se faire, parce que ça fait déjà un certain temps, grâce au rassemblement Bleu Marine, que ce rassemblement s'effectue. Voilà, faut-il faire une entité unique pour rassembler tous ces gens, Front National, Rassemblement Bleu Marine, ceux qui appartiennent à des partis politiques qui eux-mêmes appartiennent au Rassemblement Bleu Marine, c'est une question qui peut se poser. Et d'autres partis éventuellement, d'autres partis qui pourraient éventuellement vous rejoindre? Oui, mais il y a déjà des partis qui nous ont rejoints. Le Ciel, par exemple, qui est aujourd'hui présidé par Karim Mouchik, nous a rejoints. Donc, après tout, je l'espère en tout cas, car mon objectif, une fois de plus, c'est de gagner les élections pour appliquer notre programme, bien sûr, un jour. Gouverner. Et donc, vous aurez besoin d'alliés, c'est ce que vous êtes en train de nous dire? Mais j'ai besoin de tous les patriotes, qu'ils viennent de droite ou qu'ils viennent de gauche. Il y a des petits mouvements politiques qui viennent aussi de gauche, comme le PEC, qui nous rejoignent. Il faut les accueillir et il faut réfléchir à cela. Dans l'actualité, il y a évidemment l'annonce par le gouvernement hier, ça sera un amendement parlementaire, d'une modulation des allocations familiales en fonction des revenus. C'est une bonne idée pour faire des économies ou une mauvaise idée? C'est toujours pareil. Moi, je considère que c'est une mauvaise idée parce que on ne fait pas les économies là où on devrait les faire. On va gagner ainsi 700 millions en 700, 800, tout à fait, en jetant par-dessus l'épaule l'universalité des allocations familiales, c'est-à-dire l'idée qu'il faut pouvoir accueillir chaque enfant et alléger la famille du poids que représente cet enfant par rapport à ceux qui n'en ont pas, parce que c'est un bénéfice pour l'ensemble de notre pays, cet investissement dans les enfants. Alors même que
qu'on va gagner 700 millions ou 800 millions. Il se trouve que c'est le coût de l'aide médicale d'État qui est accordée exclusivement aux clandestins. Vous voyez, moi, je préférerais qu'on arrête de verser des allocations familiales aux étrangers, par exemple, si on parle de modulation, plutôt que de les baisser aux Français, quels qu'ils soient, même s'ils sont en situation d'avoir des revenus plus confortables que d'autres. Et pourtant, vous avez vu, il semblerait, c'est des études d'opinion, il faut être méfiant évidemment, mais qui semble indiquer que les Français finalement ne sont pas contre cette logique de redistribution, y compris sur les allocations familiales. Est-ce qu'il y a dans le pays une volonté de niveler, de prendre toujours aux plus aisés? Non, mais d'abord, certains Français ont pu penser qu'ils allaient, eux-mêmes modestes, profiter de ce qui serait économisé sur les familles plus aisées. Ils s'apercevront qu'en réalité, pas du tout. Bon, certains ne deviendront pas plus aisés, mais en revanche, tout le monde deviendra moins aisé. Mais encore une fois, si on leur avait posé la question aux Français, et moi, j'en appelle aux instituts de sondage, poser la question, est-ce qu'il vaut mieux ne pas verser d'allocations familiales aux étrangers ou est-ce qu'il vaut mieux moduler les allocations familiales pour les ménages les plus aisés? Je suis absolument convaincu que les Français diraient qu'il n'y a aucune raison, si vous voulez, de subventionner des naissances qui sont des naissances qui ne profiteront pas obligatoirement au pays puisque les étrangers peuvent repartir chez eux. En plus, c'est un élément très attractif. Les allocations familiales, ça fait partie de l'attractivité de notre pays à l'immigration, c'est-à-dire que clairement, ça fait partie des raisons pour lesquelles un certain nombre de familles viennent en France parce que donc vous réussir à toucher quand on a 3, 4, 5, 6 enfants, des sommes qui à un moment donné sont très importantes, évidemment ça attire l'immigration. Or moi je suis pour couper les pompes aspirantes, donc je suis pour couper aussi ce type d'aide. Donc elle serait réservée aux Français, oui, d'accord, oui, aux oui. nationaux. C'est une politique nataliste française pour les Français, voilà quelle est mon opinion. Alors l'autre dossier économique dont on va beaucoup parler les prochaines semaines, c'est le budget de la France, puisqu'il a été effectivement envoyé à Bruxelles le 15 octobre. On attend 30 octobre, au maximum 30 novembre, le jugement de Bruxelles. Je sais que ça vous fait sourire parce que effectivement non, ça me fait pas sourire. J'en souris parce que je devrais en pleurer, quoi. Je veux dire, je trouve que c'est une véritable honte. Notre pays est un grand pays et il devrait être un grand pays souverain et nous nous humilions à aller porter notre budget. Merci l'UMP, merci le PS, merci l'UDI qui ont voté tout cela et qui ont fait que aujourd'hui nous risquons des condamnations très lourdes, des milliards d'euros. Jusqu'à 4 milliards. Des milliards d'euros de sanctions, alors même que vous voyez que les 700 millions qui vont être gagnés sur les familles aisées sont dérisoires. Mais est-ce que ça ne nous oblige pas à être un peu plus vertueux qu'on ne le serait sinon? Est-ce que justement, vous disiez, les gouvernements qui sont succédés, l'UMP et le PS, n'ont pas une mauvaise gestion budgétaire et quelque part, heureusement qu'il y a ce garde-fou européen. Mais ce garde-fou européen... Pour les déficits. Mais la politique européenne... Les Français se disent aussi qu'on ne peut pas éternellement dépenser plus que ce qu'on gagne. La politique européenne qui est appliquée aux Français, qui est une politique d'austérité, nous tue. Bon sang, ça se voit. Je veux dire, plus on a fait de l'austérité, plus il y a de chômage, plus il y a de déficit, plus il y a de dette, plus il y a de souffrance. C'est le cas en Grèce, c'est le cas en Espagne. Tiens, la Grèce, on n'en parle plus. Oh, les craintes renaissent. Tiens, ça décroche la Grèce, avec des taux d'intérêt qui sont repassés à 10%. Évident, en revanche, en Espagne, ça va mieux. Mais aujourd'hui, et puis demain, ça replongera. Pour une raison simple, cette politique d'austérité est une politique qui est en même temps brutale, injuste, stupide. À court terme, vous augmenteriez les déficits, au moins pour relancer la machine. Mais il y a des économies à faire. 20 milliards de fraude, c'est là qu'il faut aller chercher. L'immigration, entre 35 et 80 milliards d'euros par an. L'Union européenne qui nous coûte 7 milliards nets par an. 7 milliards nets par an. La décentralisation qui a été faite en dépit du bon sens. Il y a des tas d'économies à faire plutôt que de taper encore une fois sur les Français. Alors, moi, je suis scandalisé de cette humiliation pour la France qui consiste à aller déposer notre budget. Et c'est la raison pour laquelle je demanderai aux Français par référendum si oui ou non ils veulent sortir de cette Union européenne au cas où nous ne retrouvions pas notre espace de liberté. Alors, une question de société maintenant. Est-ce qu'il faut plutôt écouter le pape ou est-ce qu'il faut écouter Marine Le Pen? Je m'explique. Sur la GPA, vous avez réagi à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, ce qui demandait est-ce que les enfants nés de GPA aient une identité. D'ailleurs, c'était une GPA dans un couple hétérosexuel, en l'occurrence. Vous avez dit la France devrait couper le cordon avec la Convention européenne des droits de l'homme, car elles imposent des visions que le peuple rejette. Le pape, il y a 2 jours, à travers, vous le savez, le synode sur la famille, explique que l'Église prête une attention spéciale aux enfants qui vivent avec les couples du même sexe et insiste sur le fait que les exigences et les droits des petits
doivent toujours être au premier rang. Alors, le pape ou Marine Le Pen? Vous y voyez une contradiction. Mais oui, parce que vous dites que le fait que la Cour européenne oblige... Mais vous y voyez une contradiction, moi je n'y vois absolument aucune contradiction. D'abord, je pense qu'il faut que nous prenions nos distances avec la Cour européenne des droits de l'homme, parce que, d'abord, les droits de l'homme, ils sont dans notre Constitution. On n'a pas besoin de la Cour européenne. Et celle-ci a développé une jurisprudence, pas seulement dans ce domaine. Sauf que le gouvernement refuse de donner des papiers aux enfants nés de GPA. Et la Cour européenne dit donnez-leur des papiers. Pas seulement dans ce domaine. Si nous ne pouvons pas limiter considérablement le regroupement familial, c'est aussi à cause mais de dans la ce domaine, moi, sur la je GPA. considère que les gens ne peuvent pas mettre l'État devant le fait accompli. Quand il y a une loi, tout le monde doit respecter cette loi. Et aller faire une GPA à l'étranger et en revenant en disant « Ah ben mon pauvre petit, il faut absolument que vous accréditiez sa filiation », c'est malhonnête à l'égard de la loi. Mais le pape dit le droit des petits en premier. Ça n'a rien à voir. On peut très bien considérer que on n'accepte pas la filiation issue de la GPA, mais qu'en revanche, on peut parfaitement accorder un statut de tuteur, par exemple, à l'enfant. Bon, d'autant que dans la GPA, il y en a au moins un des deux, normalement, qui est le vrai parent. Bon, donc... voilà, je pense qu'on ne peut pas accepter qu'un État soit mis devant le fait accompli d'une violation manifeste de la loi. Maintenant, que le pape dise que les enfants ne sont pas responsables du comportement de leurs parents, on peut tout à fait l'entendre et il est dans son rôle. Mais il est le chef de l'Église, il n'est pas le chef de l'État. Dernière question pratique, on va se quitter dans quelques secondes, vous allez repartir, vous n'allez pas pouvoir prendre le volant, vous n'avez toujours pas retrouvé votre permis de conduire. Je crois que dans le jugement qui est en cours, vous dites que ce n'est pas vous qui avez perdu vos points, mais votre chauffeur, c'est exact? Oui, c'était exact, mais en l'occurrence, ça fait 2 ans que je ne peux plus conduire. Vous voyez, je suis comme des millions de Français, je subis cette mesure injuste, elle est d'autant plus injuste pour moi, c'est que c'est pas moi qui conduisais. Mais bon, ça n'est pas très grave, vous voyez, comme quoi ça, je me sens beaucoup d'amis en ce moment. Merci Marine Le Pen d'avoir été avec nous sur Radio Classique et LCI ce matin.